La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au Petit Bonheur sur Radio Laser avec Cathy. Aujourd'hui, on va profiter de la Semaine nationale de la petite enfance pour mettre en lumière celles et ceux qui accompagnent les premières années de la vie. Et j'ai le plaisir de recevoir Isor Lépinel, éducatrice spécialisée dans la petite enfance. Elle a longtemps exercé en tant que responsable de structure d'accueil, notamment en crèche municipale, en microcrèche, avant de se lancer comme auto-entrepreneuse pour proposer différents ateliers d'éveil aux jeunes enfants. Elle s'intéresse particulièrement à l'éveil sensoriel, à l'accompagnement respectueux du rythme de l'enfant et propose notamment des ateliers inspirés de l'approche Noselen, mais aussi des moments de découverte autour du Kamishibai. Elle vient également de publier un livre intitulé « De l'enfance à l'âge adulte, ce qui se construit pour la vie ». Un ouvrage qui explore la manière dont les premières années façonnent l'être humain. Isor Lépinel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir, c'est trop chouette, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Alors pour commencer, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous consacrer à la petite enfance et à l'accompagnement des tout-petits ? Ça fait longtemps en fait que moi cette envie de me rapprocher vraiment de l'essentiel, de ces premières années, ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Donc en fait après mon bac, j'ai tout de suite enchaîné avec une préparation au concours de JE. J'avais découvert ce métier-là, moi, grâce à une maman d'une amie qui était déjà EJE. Et en fait, en l'entendant parler, ça m'a vraiment donné envie et ouvert du coup à ce domaine-là. Alors, EJE pour les auditeurs. Éducateur de jeunes enfants. Ah, merci. Donc voilà, un peu dans le cadre familial, c'est de là que j'ai découvert ce métier. Et après, c'est vrai qu'en creusant, en discutant, en échangeant, en me renseignant, c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, en fait, les tout-petits, leur émerveillement. En fait, c'est des choses qui, moi, me ramènent vraiment à l'essentiel et à la découverte du monde et justement, qu'est-ce qui se construit dans ces premières années, quels enjeux il y a, et j'avais vraiment envie de contribuer à ça, et du coup en les accompagnant à se construire et à se développer. Et vous avez travaillé dans différentes structures, notamment des crèches municipales, des micro-crèches. Qu'est-ce que votre expérience vous a appris sur les besoins fondamentaux de jeunes enfants? Effectivement, alors moi j'ai travaillé dans beaucoup de structures, d'abord sur le terrain justement pour asseoir et légitimer tout ce qu'on avait appris en formation. Voilà, j'ai travaillé d'abord sur le terrain et après en tant que responsable. Et justement, votre expérience en tant que responsable, ça vous apprend quoi sur le besoin fondamental de jeunes enfants ? Comment on accompagne justement les jeunes enfants ? Il y a beaucoup d'enjeux justement sur l'accompagnement. Qu'est-ce qui est important pour les jeunes enfants ? En fait, c'est vraiment un positionnement qu'il faut avoir au niveau de l'observation. En fait, qu'est-ce qu'un jeune enfant a besoin ? Effectivement, oui, c'est la première question qu'on se pose, qu'on pose aux équipes qu'on accompagne, qu'on pose aux parents aussi qu'on accompagne. Et ça passe déjà par l'observation. Chaque enfant en plus est différent. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Et après, au niveau des besoins, il y a les besoins de sécurité affective. C'est ça le premier besoin fondamental pour moi, qu'on doit accompagner quand ils sont tout petits. Tout passe par le lien, la relation, et c'est ça qu'il faut privilégier, en tout cas au tout départ en fait. Tout part de là, et après, on accompagne les besoins moteurs, sensoriels, cognitifs, etc. Mais voilà, le principal besoin, c'est les besoins affectifs et relationnels et émotionnels. Et aujourd'hui, vous travaillez de manière indépendante, vous êtes auto-entrepreneuse. Oui. Qu'est-ce que ce changement vous permet de faire par rapport aux familles ? Est-ce que ça vous permet justement d'accompagner différemment ? Vous avez plus de latitude ? Oui. En fait, alors moi, j'avais envie c'est une expérience que j'avais toujours eu envie de tenter, parce que c'est vrai que c'est très différent de notre accompagnement en structure, mais pour pouvoir le faire de manière indépendante, j'estimais aussi qu'il fallait déjà le faire de manière plus classique et au sein des structures. Et quand j'ai eu assez de bagages et un sac à dos un peu plus solide, j'ai eu envie du coup d'exercer différemment. Et par contre, oui, c'est très différent dans l'accompagnement des enfants, des familles et des pros, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, le suivi n'est pas forcément le même, mais ça permet un regard justement plus extérieur, un suivi différent. Et alors moi, je m'adresse surtout aux professionnels, puisque je travaille surtout dans les structures.
Mais justement aussi, les structures ont aussi souvent besoin d'un œil, encore une fois, plus extérieur, donc plus objectif. Et du coup, ça permet de travailler de manière plus large sur différentes choses. Et moi, à travers mes ateliers d'éveil, en fait, on peut discuter vraiment des enfants et de comment elle les accompagne. Et puis, Justement, on parle beaucoup de stimulation de Ouais. l'enfant. Vous évoquez aussi l'importance de la non-sollicitation. C'est vrai. C'est quelque chose avec lequel je me suis un peu battue en crèche, parce que c'est vrai que, mais ça c'est aussi dans la société, de manière plus générale, où je trouve qu'on est beaucoup dans le faire faire. Et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une notion d'adulte où on se met aussi la pression pour remplir les journées, pour remplir les journées des enfants, leur proposer plein de choses. Et évidemment, il faut, parce que ça répond à plein de leurs besoins, mais pas à tout prix, pas n'importe comment. Et en fait, garder en tête pourquoi on propose des choses. Et voilà. Et en fait, encore une fois, revenir aux besoins des jeunes enfants. Et comme je le disais, ils ont d'abord besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir après, d'ailleurs, explorer de manière plus libre. Et voilà. Et ce qu'ils ont besoin d'abord, c'est qu'on soit avec eux et être avec eux, déjà, généralement, ça suffit et ça leur suffit pour, après, eux, faire le reste. Et c'est vrai que c'est une notion qui oui, me touche particulièrement parce que, oui, je trouve que les pros, mais que j'ai sans doute été aussi à vouloir remplir, les journées, le temps. Et en fait, c'est justement, le temps est tellement précieux pour eux que prendre le temps est trop important. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de m'intéresser de manière un peu plus approfondie à l'approche Snoezelen, qui justement, là, on est en plein dedans, en fait, dans cet état d'esprit de laisser l'enfant être, en fait, sans résultat de performance, de résultat. Justement, l'approche Snoezelen. Ouais. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu pour les auditeurs de Radio Laser, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une approche qui a été inventée aux Pays-Bas, initialement pour les adultes en situation de handicap, alors pour reconnecter en fait tout l'aspect sensoriel, reconnecter au sens, mais c'est pas qu'une question de matériel, au contraire, c'est plus une question de posture. Et justement, avec l'état d'esprit de laisser les adultes, et du coup, ça s'est élargi après plus largement à d'autres publics, dont les enfants, mais laisser en fait les adultes, les enfants, à leur rythme, découvrir dans un espace un peu plus tamisé, un peu plus aménagé exprès, avec du matériel et des sources de stimulation sensorielle, donc visuelle, auditive, le toucher, et puis l'ouïe, si on met un petit peu de musique, l'odorat, si on met un petit peu d'huile essentielle. Parce que moi, j'utilise pas trop avec les jeunes enfants, ça va surtout être visuel, tactile et auditif. Mais voilà, donc c'est pour reconnecter, ça a été inventé pour reconnecter les adultes à leur sens, mais vraiment à leur rythme, avec aucune contrainte, vraiment dans un espace de liberté, dans un cadre quand même, sécurisé, aménagé, mais avec aucune pression, pas de bonne manière de faire, pas d'orientation. Et c'est ça, en fait, le cœur de l'approche. Et voilà. Et donc moi, je l'adapte du coup aux jeunes enfants. Ça s'est adapté un peu après à tout public. Et ça arrive un petit peu là, ça y est, au niveau des jeunes enfants. Et c'est hyper chouette et c'est hyper intéressant et hyper important de comprendre le fond de cette approche pour l'adapter en fait après au quotidien. Justement, le fond de cette approche, c'est l'éveil sensoriel. Qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants dans leur développement à ce moment-là de leur vie ? En fait, l'éveil sensoriel, c'est vraiment la base des tout petits. Eux, ils découvrent tout par les sens. Pour eux, tout est sensoriel, tout est source de stimulation. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça ne sert à rien pour moi de les guider et de leur dire comment faire, parce que de toute façon, c'est instinctif chez eux. Ils ne peuvent pas de toute façon faire autrement. Donc, ils apprennent toutes les caractéristiques des objets, de l'environnement par leur sens. Et justement, la posture de l'adulte dedans, la posture de l'accompagnant. Ouais. C'est quoi la bonne posture, si on peut dire qu'il y a une bonne posture, bien sûr. Mais... c'est vraiment en fait de
se positionner un peu en retrait, mais tout en étant présent. Alors c'est tout un cheminement aussi que l'adulte doit faire. Et c'est pour ça que on peut pas avoir cette posture-là si on n'a pas compris vraiment le sens. Et encore une fois, on est là, on est dans le être, mais pour nous aussi en fait. Et après, forcément, on essaie de le transmettre aux enfants. Mais oui, la posture adaptée dans ce genre de séance, en fait, c'est l'observation. Évidemment, encourager si l'enfant vient vers nous, les interactions, évidemment répondre à ses sollicitations, mais en fait sinon c'est ne pas forcément être en demande de nous-mêmes en fait, et ne pas lui dire parce que ça je l'entends beaucoup en séance, bah tiens tu veux pas aller voir là, ou tiens bah il y a ça aussi, tiens est-ce que t'as vu, ah mais là t'es pas allé voir, il y a ci ou ça. En fait, ça, l'enfant, ça le parasite plus qu'autre chose pour moi, parce que en fait, s'il a envie d'aller voir telle ou telle stimulation, il va finir par y aller. Et s'il a envie de rester avec une balle ou la colonne à poisson ou un petit hochet sensoriel, bah c'est qu'à ce moment-là, il a besoin d'expérimenter, d'explorer cet objet-là sous toutes ses formes. Et voilà, pour moi, il faut pas couper cette découverte-là. Donc voilà, la bonne posture, c'est observation, présence, être disponible bien sûr, mais être vraiment là, sans en fait contraindre l'enfant. Sans parasiter. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Et justement, donc là, on parle d'éveil sensoriel. Vous utilisez aussi le kamishibai. Oui. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors rien à voir, mais tout aussi riche. Le kamishibai, ça vient d'un art japonais. En fait, c'est une lecture d'histoire, mais un petit peu plus contée, parce que ça se fait à travers un petit théâtre en bois, et donc on lit les planches d'histoire, enfin les enfants voient les images, et moi je suis derrière en fait à lire le texte, donc voilà. Donc les enfants ne voient vraiment que les images, et puis généralement j'adapte un petit décor aussi adapté. Donc c'est entre la lecture d'histoire, mais un peu plus théâtralisée en fait. Donc et du coup ça permet quoi? C'est l'histoire, l'imaginaire. Ouais, l'imaginaire, et puis en fait le fait que ce soit un petit peu plus théâtralisé, ça aussi invite à plus aux interactions. En fait, c'est plus une lecture interactive, parce que les enfants peuvent aussi participer, puisqu'on peut aussi après amener des personnages, des marionnettes, enfin voilà, pour encore accentuer le côté théâtral. Donc voilà, effectivement, l'imaginaire, la concentration, et puis mais effectivement surtout l'imaginaire pour la lecture d'histoire, le vocabulaire aussi. Et on sent vraiment dans votre parcours une vraie volonté de rendre les approches éducatives accessibles au plus grand nombre. Vous avez notamment appris la langue des signes. Qu'est-ce qui vous anime dans cette démarche d'inclusion? Pourquoi ça vous porte autant d'accompagner le plus grand nombre? Eh ben justement, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que justement, je trouve que les métiers de la petite enfance, et c'est aussi un peu un combat que j'essaie de porter, c'est que c'est des métiers qui sont trop... pas assez valorisés, qui sont trop sous-estimés. Les enfants aussi, je trouve que le regard qu'on porte sur les enfants aujourd'hui n'est pas à hauteur de vraiment leur importance en fait, et de leur importance à cet instant-là, mais aussi plus tard. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'essaie en fait de vraiment sensibiliser effectivement le plus grand nombre sur voilà, enfin oui, l'éducation, les approches éducatives, et de sensibiliser au monde de la petite enfance qui regorge d'émerveillement et moi qui me fascine, et j'espère, ou en tout cas j'essaie de transmettre ça en fait juste pour sensibiliser à ce monde-là trop peu valorisé par rapport à d'autres métiers, et ça me révolte. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Ouais. Donc je rappelle aux auditeurs, ce livre s'intitule De l'enfance à l'âge adulte, ce qui se construit pour la vie, qui a été publié aux éditions Maya. Où est-ce qu'on peut le trouver, votre livre? Alors on peut le commander partout, donc dans toutes les librairies. On peut le commander en ligne, notamment sur la Fnac, Amazon, Cultura, le site des éditions Maya, et de manière générale vraiment dans toutes les librairies, on peut le retrouver. Et dans cet ouvrage, vous faites dialoguer la psychologie, la pédagogie, l'expérience humaine. C'est quoi le principal intérêt de cette approche transversale? En fait, effectivement, c'est un livre qui parle de psychologie, d'éducation, mais dans une approche sensible et accessible, justement pour toucher le plus grand nombre, parce que j'ai envie de dire, ça s'adresse
évidemment aux parents, aux professionnels de la petite enfance, mais en fait surtout à tout adulte qui a envie de mieux comprendre comment interagit l'enfant et l'adulte. Et en fait le but c'est de les relier, parce qu'on a tendance à séparer en fait l'enfant et l'adulte, et en fait on est l'adulte qu'on est grâce ou à cause de l'enfant qu'on a été. Et c'est ça, moi, l'approche que j'ai voulu amener. Et dans votre livre, vous montrez que ce qui se construit dans l'enfance, ça nous accompagne toute la vie, finalement, vous venez de le dire. Ouais. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que comprendre l'enfance, c'est aussi mieux comprendre l'adulte qu'on devient ? Oui, bien sûr. Oui, bien c'est le but aussi de ce livre-là, c'est de sensibiliser à ça, en fait, de montrer comment notre vécu d'adulte a été influencé par toutes les compétences qu'on a développées dans notre petite enfance. Et pour mieux se comprendre aussi, il faut revenir à la source et à l'essentiel, donc l'enfant qu'on a été, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, comment on a développé certaines compétences et comment on les a transformées, parce que ça ne nous quitte pas. Quels enjeux il y a dans cette petite enfance qui se répercute un petit peu sur notre façon d'être, d'agir, de penser, et tout ce cheminement-là, comment en fait il se construit. Justement, là, quand on parle de la petite enfance, donc vous avez quand même des convictions qui sont très fortes derrière. On a entendu déjà le mot combat. Et vrai. Selon vous, qu'est-ce que notre société ne mesure pas encore assez sur l'importance des premières années de vie ? Tout ce qui se joue, en fait, donc dans les bases de sécurité affective, de relations aux autres, et en fait, tout ce que je développe, en fait, là, dans ce livre-là, il est répertorié en 10 chapitres. Et donc, un chapitre développe une compétence. Et vraiment des compétences, l'empathie, la résilience, la créativité, la curiosité, les relations. Elle commence à se construire très tôt, tout ça, dans la petite enfance. Et je trouve que justement ça, on mesure pas assez. En fait, tout ce qui se développe dans la petite enfance, tout ce que les enfants apprennent et sont, je trouve que c'est pas... on se rend pas assez compte de tout ce qui se joue, en fait, au niveau de tout ça, de comment se construit... une personnalité, de toute la manière dont l'enfant va apprivoiser le monde et tout ce qui interagit avec lui, et comment justement ça se transforme à l'âge adulte. Et je trouve que ça, c'est pas assez dans la tête, je trouve, de la plupart des gens, quoi. C'est pas assez présent pour vous, en tout cas. Une question peut-être un petit peu plus personnelle, Isor Lépinel, pour les auditeurs de Radio Laser. Après toutes ces années passées auprès des enfants, qu'est-ce que les tout-petits vous ont appris à vous sur la vie, sur l'être humain ? C'est vrai, c'est une belle et bonne question. Il me rappelle, moi, tout le temps, à chaque fois que j'en vois, moi, c'est vraiment de s'émerveiller. En fait, c'est vraiment que du doux et du positif pour moi. C'est les premiers émerveillements, moi, c'est quelque chose qui me remplit de joie à observer, en fait. J'adore les observer, et donc ça me rappelle l'importance, en fait, de la simplicité, des moments à partager ensemble, de ralentir aussi, que chacun va à son rythme. Alors, c'est vrai que dit comme ça, voilà, mais c'est en fait, c'est trop important, et aussi en vieillissant, on se rend compte de cette importance-là. Et en vieillissant, justement, en tout cas, moi, je me rapproche de ce qu'on a été petit, et voilà. Et en fait, on n'est pas si différents, et on a aussi les mêmes besoins à un moment donné. Et c'est pour ça que j'essaie de mettre en avant cette notion de relier, parce que tout nous relie, en fait, à eux. Et moi, ils m'ont appris ça, en fait, la simplicité, et le bonheur d'être ensemble, et puis comme je le disais, ils ont surtout besoin de relations, au début de relationnel, et moi c'est aussi un grand besoin chez moi, de ce besoin-là de relation et relationnel, et tout ce qui se joue d'ordre émotionnel, et donc ça me rappelle tout ça aussi, en fait. C'est un peu une idée essentielle pour vous aussi, ce lien, que le lien que vous tissez justement avec les enfants, mais aussi le lien qui se tisse entre vous et votre histoire personnelle, et c'est ce que chacun peut retrouver aussi dans votre livre, c'est-à-dire c'est son passage de l'enfance. C'est un pont, en fait, au lieu d'opposer et de diviser, ça relie effectivement le passé de l'enfance à l'âge adulte, et voilà, et ça c'est important pour moi. Et si vous deviez donner une raison particulière d'aller découvrir votre livre, ce serait quoi ? Moi, vraiment, la première raison, c'était encore une fois, sensibiliser aux enjeux de la petite enfance, pour avoir une existence un peu plus consciente sur qui on est, pourquoi on est comme ça. En fait, c'est vraiment un retour à soi, une reconnexion à soi, à l'enfant qu'on a été,
et vraiment une transmission et un fil conducteur. Et je trouve que c'est important pour soi de toujours se remettre en mouvement dans sa réflexion et pour mieux se comprendre et après mieux accompagner ses enfants ou ceux qu'on accompagne. Et même si on n'est pas en lien avec les enfants, mieux se connaître. Voilà, c'est exactement ça. Je rappelle aux auditeurs le titre de votre livre, De l'enfance à l'âge adulte, ce qui se construit pour la vie, aux éditions Maya, que vous pouvez retrouver sur les plateformes Amazon, la Fnac ou Cultura. Merci beaucoup, Isor, pour cet échange, pour votre engagement auprès des enfants et des familles. Et merci aux auditeurs de Radio Laser d'avoir été avec nous. On vous souhaite à tous une très belle journée sur Radio Laser.